Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le scrutin s'est déroulé ce samedi malgré les menaces et les appels à la désobéissance civile lancés par la coalition de l'opposition sur le terrain. La communauté internationale, notamment la CEDEAO, a dépêché une mission d'observation électorale pour suivre le déroulement du vote. Dans la matinée, la mission a sillonné quelques bureaux de vote à Abidjan pour constater les conditions de déroulement de cette élection. Nous vous en parlerons dans un instant. Au Bénin, la gouvernance talent a été passée au peigne fin hier vendredi à l'université d'Abomey-Calavi. L'exercice a été fait par le cercle des leaders politiques de cette université. C'était à la faveur d'une conférence publique organisée à l'intention des étudiants. Les présentations ont porté sur les performances économiques du Bénin, les réalisations socio-communautaires et surtout les réformes politiques et institutionnelles. Dans cette édition, nous suivons le compte rendu de Christian Atandéjan. Et puis nous parlerons de l'ananas à pain de sucre du plateau d'Alada avec la réception officielle de certificat d'enregistrement d'indication géographique protégée. Il s'agit d'une reconnaissance de la qualité de ce produit béninois. Le sésame, lui, a été remis aux autorités béninoises en milieu de semaine à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Et Ouliata Sanoussi et Henri Gantine, nous ferons le compte rendu dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Une édition que nous démarrons par l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le scrutin s'est déroulé ce samedi 31 octobre 2020 malgré les menaces et les appels à la désobéissance civile lancés par la coalition de l'opposition. Et bien sur le terrain, la communauté internationale, notamment la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a dépêché une mission d'observation électorale sur le terrain, bien sûr, pour suivre le déroulement des votes. Et bien, dans la matinée, la mission a sillonné quelques bureaux de vote d'Abidjan pour constater les conditions de déroulement de cette élection. C'est sous les yeux de nos envoyés spéciaux dans la capitale ivoirienne, Idrissou Boukari et Elvis Donoukoy. Après les événements malheureux de 2010, l'élection présidentielle de 2020 constitue sans nul doute un test grandeur nature pour la Côte d'Ivoire et ses 25 millions d'hommes et de femmes. Ce samedi 31 octobre, plus de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire le nouveau chef de l'État. Même si quelques incidents ont été enregistrés dans certaines villes du pays, Abidjan est restée silencieuse et c'est dans le calme que les citoyens sont sortis pour accomplir leur devoir civique avec un sentiment de satisfaction. Non, ici relax, je vois que tout est simple, il n'y a pas de trucs compliqués à voter. J'ai fini mon devoir et ici relax, il n'y a rien. Je dois voter parce que je n'aime pas les barbaries. Je veux la paix, c'est pourquoi je suis venu voter. Bon, je veux dire à tous les Ivoiriens, c'est que nous devons sortir dedans, là, donc à penser à ça, tout le monde va voter. C'est qui est sur le bonheur venir après. J'ai fini de voter, je suis bien. Je veux que tout le monde vienne voter. C'est la paix on veut. On ne veut pas la paix, on ne veut pas parler. C'est ça seulement je peux dire à les Ivoiriens, la paix seulement. Ils n'ont qu'à sortir massivement pour bien voter. C'est un sentiment de joie. Parce que je suis une citoyenne, je dois voter, j'ai le droit au vote. Donc je suis venue voter. Bon, j'aimerais dire à tous les Ivoiriens que c'est la paix qui nous arrange. Il faut venir aux élections pour choisir ton président. Faire la paix, c'est la paix qui nous arrange. Pour le développement du pays, c'est la paix qui nous arrange. Rien que la paix. La paix, ce sont les deux mots chers aux électeurs ivoiriens et aussi à la communauté internationale. La CEDEAO a apporté son assistance politique, diplomatique et technique à la Côte d'Ivoire afin de lui permettre de réussir l'organisation de cette présidentielle. 90 observateurs électoraux avec à leur tête Tchèque Hadjibou Soumari ont été déployés sur l'ensemble du territoire national pour suivre le scrutin et s'assurer de sa sincérité. Le chef de la mission d'observation, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO et leur délégation ont eux aussi sillonné quelques bureaux de vote et le constat sur place rassure le chef de la mission. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les bureaux de vote, il y a déjà le matériel qui est là. Il y a les membres du bureau. Dans certains bureaux, tous les membres ne sont pas encore là, mais dans l'essentiel, il y a au moins 2. Ça, nous avons constaté. Nous avons constaté aussi qu'il y a un isoloir bien calé. Et également, il y a tout le matériel qu'il faut.
à part dans certains 1 ou 2 bureaux où le matériel est en train d'être mis en place. Pour tous les autres bureaux, le matériel est en place. Et donc, je vois qu'ici, il y a déjà des électeurs qui sont là. Nous souhaitons simplement que les choses continuent comme telles et que la paix puisse régner au cours de la journée et des jours à venir. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit du peuple ivoirien. Donc je prie le bon Dieu qu'il puisse donner à tout le monde la sérénité qu'il faut pour laisser au peuple faire la décision. Le vote s'est déroulé globalement dans le calme dans le bureau de vote sillonné à Abidjan. En attendant la proclamation des résultats de ce premier tour, la commission de la CEDEAO est attentive à la situation électorale et post-électorale en Côte d'Ivoire, qui est un pays cher pour l'organisation sous-régionale. Tout à fait. À la veille déjà, cette mission d'observation électorale de la CEDEAO échangeait avec quelques candidats. La délégation conduite par Cheikh Hadjibou Soumaré s'est rendue chez le candidat indépendant Kouadio Konan Bertin et bien sûr au siège du Parti Front Populaire Ivoirien où elle a rencontré, sinon elle a reçu le secrétaire général du FPI. L'objectif ici est d'appeler les candidats à cultiver davantage des actions de paix afin que cette élection présidentielle se déroule dans un climat de quiétude et surtout de transparence. Nous allons retrouver ici nos envoyés spéciaux Idrissou Boukari et Elvis Tonoucoin pour le point de cette séance. À quelques heures de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, l'incertitude reste grande. Malgré ce visage serein et calme que présente Abidjan, la capitale ivoirienne, ce vendredi matin, de gros nuages planent toujours sur le respect de ce rendez-vous politique majeur. Des inquiétudes qui tirent leur source de la peur vendue abondamment sur les médias et les réseaux sociaux depuis quelques jours, en guise de protestation contre la candidature du président sortant pour un 3e mandat. Mais la commission de la CEDEAO que préside son Excellence Jean-Claude Cassibrou, à travers sa mission d'observation électorale présente en Côte d'Ivoire, continue de jouer les cartes de la diplomatie pour la tenue effective de cette élection. La démarche consiste à prendre une fois encore langue avec les candidats en lice. C'est la raison de cette visite chez le candidat Kouadio Konan Bertin qui reçoit le chef de la mission d'observation électorale dans une ambiance décontractée. Des échanges satisfaisants et rassurants selon le chef de la mission de la CEDEAO. J'ai compris sa vision en tant qu'Africain d'abord, avant de comprendre ça en tant que technicien. Il a parlé de beaucoup de choses. Et ce que je retiens le plus, c'est dans la paix et la sécurité. Ces élections, certes, sont difficiles, mais ne sont pas difficiles. Il faudrait que nous tous nous y mettions, que nous essayions de travailler ensemble, que nous essayions d'aider. Nous sommes des superviseurs. Nous ne sommes pas censeurs des élections. Les discussions ont duré une 50aine de minutes. Des échanges qui ont permis au candidat Kakabe de dire ce qu'il pense du processus électoral critiqué par l'ensemble de l'opposition. Mais pour lui, le boycott n'est pas une solution. Le combat doit se faire dans les urnes pour honorer la démocratie ivoirienne. Quand on est mu par le désir de servir un peuple et ne défendre que ses seuls intérêts, on ne se pose pas de questions. Ma conviction, c'est que les Africains, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, que nous retenions définitivement, une bonne fois pour toutes, que tous les changements en temps de démocratie s'opèrent forcément dans les urnes. Je suis pour les débats d'idées. Il y a un temps pour échanger, il y a un temps pour débattre. Mais le peuple a le dernier mot. Il doit trancher et c'est dans les urnes. Alors, j'invite les Ivoiriens à comprendre ce message. Je l'ai dit, je le répète, il faut avoir confiance en son bulletin de vote.
et ne pas préférer dresser des barricades, brûler des pneus, jeter des pierres aux policiers, aux gendarmes, quand ils vont riposter, ce sont des morts qu'on va déplorer. Allons aux urnes, si nous voulons le changement. Et soit on est d'accord avec ce qui se passe, on donne son quitus en votant pour Alassane Ouattara, soit on n'est pas d'accord, et puis on vote pour celui qui est en face. C'est même plus simple de mon point de vue, comme exercice à faire, plutôt que d'aller se réveiller à 4 h du matin, dresser des barricades, brûler des pneus. Avant Kouadio Kona-Bertin, la mission d'observation s'est rendue au siège du Parti Front Populaire Ivoirien de Pascal à Finguessan, l'un des 4 candidats retenus par le Conseil constitutionnel sur les 44, mais qui, comme Henri Konabedié, a suspendu sa participation à cette présidentielle pour exiger une élection transparente et inclusive. La mission de la CEDEAO, elle, a joué sa partition et espère que la Côte d'Ivoire réussira à tenir ce pari dans la paix. Voilà, on était en Côte d'Ivoire où le peuple a été appelé ce jour pour élire le président de la République. Retour au pays où la gouvernance talent est passée au peigne fin. L'exercice a été fait dans l'après-midi d'hier vendredi sur le campus universitaire d'Abomey-Calavier. Ceci par le cercle des leaders politiques de ce lieu de savoir. Ils se sont surtout entretenus avec les étudiants à travers une conférence au cours de laquelle le bilan des actions du chef de l'État leur a été présenté. Des présentations ont porté surtout sur les performances économiques du Bénin, les réalisations socio-communautaires et les réformes politiques et institutionnelles. Précision, Christian Dandéjan et Moufid Sabouan. Alors que le quinquennat s'achève, il est l'heure d'évaluer l'ensemble des mesures prises par le régime de la rupture depuis 2016. Sur le campus d'Abomey-Calavier et à pratiquement 6 mois de la fin de mandat, le cercle des leaders politiques de l'UAC passe en revue les actions du chef de l'État Patrice Talon et cela se justifie. Il y a près de 5 ans, le cercle des leaders politiques de l'UAC avait reçu dans ce même amphi Idriss Déby Itno, le candidat qui aujourd'hui est le président de tous les Béninois. À travers la présente conférence, le cercle des leaders politiques entend honorer son devoir d'information à l'égard de tous ceux qui, il y a 5 ans, avaient été touchés par des actions qui nous ont conduits à la rupture en passant par le nouveau départ. C'est une sorte d'évaluation du quinquennat de réforme pour en apprécier les résultats. Depuis 2016, le régime Talon s'est engagé dans la transformation du Bénin à travers la conception et la mise en œuvre de son programme d'action. Au niveau du cercle des leaders politiques de l'UAC, chaque secteur de réforme a fait l'objet d'études. Il est important que nous sachions d'où on est parti. Lorsque le président a pris le pouvoir, quelle a été son approche? On parle aujourd'hui du programme d'action du gouvernement. C'est le cadre référentiel qui a été élaboré pour 60 mois d'action. Et donc, à quelques 55 mois ou 50 mois, on peut déjà apprécier ce qui est fait avant de développer les progrès. Le cercle des leaders politiques de l'UAC s'est inscrit dans une démarche méthodologique et scientifique pour apprécier la gouvernance. Il constate à l'arrivée que Patrice Talon a tenu le pari des engagements pris devant le peuple. Nous avons des réformes qui attestent aujourd'hui que le Bénin a changé de visage, que le Bénin est respecté à l'étranger, que le Bénin révélé sera davantage, le Bénin célébré demain. Profitons-en pour faire de demain un succès éclatant. Une équipe qui gagne, on la reconduit tout simplement. Allons-y. Le cercle des leaders politiques de l'UAC est un creuset indépendant et autonome, composé d'enseignants-chercheurs, d'étudiants, de membres du personnel administratif et technique de l'UAC et d'acteurs des centres commerciaux. Il se donne à chaque fois l'occasion de se prononcer sur la mise en œuvre des politiques publiques. Un compte rendu signé Christian Dandéjan et Moufid Sabouan. Diplomatie maintenant avec le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orunla, qui a reçu en audience l'ambassadeur de France au Bénin. C'était dans l'après-midi d'hier. Vendredi, il a été question du renforcement de la coopération
entre Paris et Porto Novo. Plusieurs autres sujets ont meublé d'ailleurs les échanges. Écoutons ici le diplomate français Marc Vizy et le ministre Alain Ronla à la sortie de cette audience. J'ai remis les copies figurées de mes lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, ce qui me permet désormais de venir me présenter aux autres membres du gouvernement. Je voulais remercier le ministre pour le temps qu'il m'a consacré et pour la conversation que nous avons eue. Nous avons pu parler du rôle du porte-parole du gouvernement. C'est la voie la plus autorisée pour parler des projets gouvernementaux. Les projets gouvernementaux sont nombreux ici et on a pu passer en revue un certain nombre de ces projets, les possibilités de coopération et de partenariat avec mon pays. Donc je l'en remercie beaucoup. Et puis, dans le prolongement de ce qui a été fait il y a quelques jours par le ministre des Affaires étrangères, on a aussi pu parler des prochains mois sur le plan politique. Je dois d'abord dire la fierté qui résulte de l'honneur que M. l'ambassadeur de la République française nous fait de nous rendre visite au ministère de la Communication. La coopération entre le Bénin et la France a toujours été une coopération privilégiée. Monsieur l'ambassadeur passe par le portail du ministère de la Communication pour dire dans quelle mesure cette coopération sera renforcée. Et il est l'ambassadeur d'un pays qui est très attentif à notre gouvernance. Nous avons donc échangé sur ces différentes questions et sur les observations que les pays étrangers en général peuvent avoir à l'endroit de notre démocratie dont les mérites sont salués. C'est une satisfaction totale. C'est la preuve que nous sommes en phase, n'est-ce pas? Et quand on est en phase et à la veille d'événements importants pour notre nation, il est tout à fait souhaité qu'il y ait des concertations, des échanges de vues, sans aucune contrainte pour qui que ce soit, qu'il y ait des échanges de vues afin que les choses demeurent et s'améliorent. Alain Ronla, ministre de la Communication et de la Poste. À la suite de l'ambassadeur de France au Bénin, le ministre porte-parole du gouvernement a reçu l'écrivain Magloire Dato. Il est allé présenter à l'autorité son œuvre intitulée « La face cachée du président Patrice Talon » et ceci pour solliciter de sa part un parrainage. L'hôte du ministre Alain Ronla est ici au micro de Ingrid Day. Je suis venu présenter en fait un ouvrage que j'ai écrit sur le président Patrice Talon. Cet ouvrage qui sera dans les librairies du Bénin et de la France très bientôt. L'ouvrage s'intitule « La face cachée du président Patrice Talon ». Donc, je laisse le peuple découvrir. Je ne vais pas donner la quintessence comme je l'ai déjà fait au ministre. Il a apprécié, il nous a remercié, il nous a encouragé dans cette démarche. Il a promis être le porte-parole au niveau des autorités béninoises pour nous soutenir dans l'initiative. Un certificat d'enregistrement de l'indication géographique protégée à l'ananas pain de sucre du plateau au Dalada. C'est une reconnaissance de la qualité de ce produit béninois et le certificat a été remis aux autorités béninoises en milieu de semaine à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Plusieurs personnalités et acteurs du secteur privé ont pris part à cette cérémonie. Le compte rendu est signé Ouliat Sanoussi et Henri Gantin. Le Bénin fait désormais son entrée sur la liste des rares pays de l'Afrique à avoir une indication géographique protégée IGP à travers l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada. Cette cérémonie consacre la remise au gouvernement du certificat d'enregistrement de l'IGP ananas pain de sucre par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Il s'agit d'attester de la qualité d'un produit emblématique du Bénin par sa protection en tant qu'indication géographique protégée. Et donc il était important, en tant que directeur général de l'OAPI, je vienne remettre ce certificat d'enregistrement aux autorités béninoises. C'est d'abord des messages d'encouragement et de leur demander de persévérer dans la promotion de ce produit qui a désormais un label de qualité. Et ce label de qualité va leur permettre d'atteindre de nouveaux marchés
mais également ça va leur permettre de mieux structurer leurs différentes productions, les organisations, les producteurs, etc., etc. Ce certificat est le fruit de la collaboration entre l'OAPI et le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé Paracep, financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement AFD. Pour ces partenaires, une indication géographique protégée est un outil de développement et leur soutien au Bénin va se poursuivre. C'est un travail de longue haleine pour défendre la qualité de cet ananas pain de sucre d'Alada et pour le faire connaître et le faire valoir sur l'ensemble des marchés au Bénin et à l'étranger. Les acteurs doivent continuer à travailler davantage, à continuer à produire ces grands produits de qualité et aussi donc, à commercialiser davantage, à les transformer et à rendre donc, ces produits connus dans la sous-région mais aussi partout dans le monde. Donc je les inviterai vivement à faire ce travail encore des qualités qu'ils font comme d'habitude. Et donc pour qu'on puisse connaître davantage ces grands produits qui est l'ananas du plateau d'Alada, les pains de sucre, ici au Bénin et au-delà. L'ananas pain de sucre est une filière phare du volet agricole du programme d'action du gouvernement du Bénin. Selon les autorités, plusieurs défis restent cependant à relever par les acteurs de la filière afin de maintenir le label ananas pain de sucre du plateau d'Alada sur le marché international. L'obtention du certificat d'enregistrement IGP ne doit donc pas être perçue comme une finalité, mais plutôt une étape qui doit être suivie d'un travail continu afin de respecter les cahiers de charges. Je voudrais compter sur la contribution des opérateurs économiques pour développer de véritables clusters de façon à apporter haut le flambeau de l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada. Les impacts attendus, donc après la mise en place des indications géographiques ananas pain de sucre du plateau d'Alada, sont entre autres l'amélioration de la qualité, la limitation de la fraude, le développement des marchés nationaux et internationaux, l'amélioration du prix sur le marché national, l'amélioration de la gestion des matières premières et l'augmentation du revenu des producteurs. L'ananas pain de sucre, de par ses caractéristiques particulières, est concentré dans 6 communes appartenant au plateau d'Alada. Il contribue ainsi à la notoriété du Bénin et de ses terroirs. Restons avec Ouliat Sanoussi pour parler d'un atelier de formation sur la gouvernance et la gestion du logo de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI sur les indications géographiques protégées IGP. Une formation de 3 jours commencée hier vendredi. Objectif, permettre aux acteurs de la filière de l'ananas pain de sucre plateau d'Alada de s'outiller sur la gestion et l'utilisation du logo de l'OAPI et les IGP. Suivez. C'est une rencontre dédiée aux acteurs de la chaîne de production de l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada. Dénommé atelier de formation sur la gouvernance et la gestion du logo de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle sur les indications géographiques protégées, IGP, elle est organisée grâce au projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé et soutenue par l'Union européenne et l'Agence française de développement. La formation va permettre aux participants de s'approprier le règlement relatif à la reproduction, à l'utilisation et à la gestion du logo de l'OAPI sur les IGP. Si il fallait inventer cette formation, on aurait dû le faire. Donc c'est une opportunité que le Paracep nous offre encore pour nous réarmer, pour nous renforcer. Et je continue mes complices de tous les jours pour que ces 3 jours que nous allons passer ensemble soient des jours de succès. Le plus dur commence maintenant et je voudrais pouvoir compter sur vous pour qu'à partir de maintenant, l'ananas pain du sucre du plateau d'Alada, Bénin, puisse être l'ananas reconnu de partout dans le monde pour qu'il puisse apporter effectivement de la valeur ajoutée aux produits et au développement de notre terroir. La présente formation fait suite à la cérémonie officielle de remise du certificat d'enregistrement de l'indication géographique protégée du 26 octobre dernier.
Elle a mobilisé des experts du Bénin et d'ailleurs, avec pour défi la protection durable de l'usage du logo contre les usurpations, la promotion du produit protégé à l'international et la facilitation de l'accès au crédit pour les producteurs de l'ananas IGP. Donc nous avons eu cette reconnaissance et cette reconnaissance ne doit pas être une fin en soi parce qu'il faut travailler sur le logo, il faut reproduire le logo, il faut positionner le logo sur les emballages, il faut positionner le logo avec l'ananas sur les marchés. Donc c'est pour maîtriser ces aspects que nous sommes ici aujourd'hui et ce durant 3 jours pour apprendre à gérer et à gouverner le logo de l'indication géographique de l'ananas pain de sucre du Bénin. L'IG est une opportunité qui permettra à ces producteurs de tirer profit de cet outil pour eux-mêmes en termes de revenus, en termes d'une meilleure organisation, mais surtout que ces producteurs constituent notre équipe nationale du Bénin. Bien d'autres communications vont meubler cet atelier de formation. Des propositions et recommandations sont également attendues à la fin de cette formation afin d'améliorer le climat des affaires et la promotion de l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada. D'une formation à une autre, 1000 électriciens et bâtiments viennent de se faire former dans le domaine de la réalisation des installations électriques conformes, bien sûr, aux normes. C'est une initiative de l'Union européenne à travers le projet renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'énergie au Bénin. Et ceci avec l'appui de l'Agence nationale en charge du contrôle des installations électriques Contrelec. C'est le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, qui a procédé au lancement de cette formation. Nous allons retrouver ici Ouliat Sanoussi. C'est une formation destinée aux artisans électriciens sur l'ensemble du territoire national. Au nombre de 1000, ils seront outillés sur la sécurité des installations électriques des bâtiments. La formation est organisée par l'Union européenne à travers le projet RECASEB avec l'Agence nationale chargée du contrôle des installations électriques Contrelec. Le choix des artisans électriciens pour cette formation nous permettra d'apporter un appui substantiel à l'agence Contrelec qui a pour mission d'œuvrer pour la sécurité et la qualité des installations électriques dans les bâtiments en vue de prévenir les accidents et catastrophes d'origine électrique en République du Bénin. Cette formation permettra aux artisans électriciens concernés d'améliorer leurs compétences et de se faire consolider leur notoriété auprès de leurs usagers clients avec une répercussion certaine sur leurs revenus. L'Union européenne se réjouit de pouvoir contribuer à la création d'une offre de formation ciblée et adaptée aux besoins de l'économie béninoise. Cette série de formations permettra aussi de pérenniser les acquis grâce à la formation complémentaire de 16 cadres électriciens de Contrelec qui deviendront à leur tour des formateurs. Pour le ministre de l'Énergie, le renforcement des capacités doit être au cœur de toute action et préoccupation. Et cette formation est d'un intérêt capital pour le sous-secteur de l'électricité puisqu'elle permettra de relever le niveau de qualification de ces hommes et femmes. Les sessions de formation dont la dynamique est lancée permettront donc aux installateurs électriciens bâtiments de toucher du doigt la réalité des choses encore plus en matière de risques électriques, de manière plus méthodique et encore plus professionnelle, d'apprendre et d'identifier les causes de ces risques et à les éviter ou en mitiger les conséquences par la mise en place de dispositifs de protection adéquats et l'utilisation des matériels électriques appropriés. Je tiens à dire qu'une fois ces 1000 électriciens formés, aguerris, nous devons faire un retour d'expérience de cela pour pouvoir nous repositionner encore sur le futur pour plus encore. Et je voudrais, devant vous, compter sur l'Union européenne pour accompagner cette initiative. Dans le cadre du programme RECASEB, plus de 1000 acteurs du secteur de l'énergie sur l'ensemble du territoire national ont été déjà formés. Avec cette nouvelle formation, l'ambition est de doubler le chiffre. Plus de 50 sessions de formation pour artisans électriciens sont prévues dans tous les départements du pays au cours des 6 prochains mois.
Donc nous espérons que cette formation va permettre de disposer de ce réservoir de compétences locales pour intervenir sur nos différents chantiers. Aussi, entretenons-nous l'ambition de développer un annuaire électronique des électriciens ainsi qualifiés par le présent programme et le rendre consultable sur le web. Au cours de la cérémonie de lancement de la formation, les participants ont reçu des mains du ministre de l'Énergie et des différentes autorités présentes des kits composés entre autres d'une boîte à outils, d'équipements de protection individuelle et d'un appareil de mesurage et de contrôle. Voilà de quoi les motiver au travail. Et de 2 pour la traditionnelle mission des élus français d'origine béninoise. Eh bien, la deuxième mission vient de s'achever après quelques jours de séjour. Et cette mission a fait 3 communes du pays, Djougou, Cotonou et Kové, des étapes au niveau desquelles ces élus français ont pu toucher du doigt le fonctionnement de ces communes. Et en fin de mission, les membres de la délégation ont effectué une sortie médiatique hier après-midi pour faire le point de leur séjour. C'était dans les locaux de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Voici la substance des observations faites sur le terrain. Suivez. Nous avons rencontré des agents dévoués, très dévoués dans leur mission, et qui ne demandent qu'une chose, pouvoir mieux faire encore. Les agents étaient dévoués à leur service. Mais en ont-ils les ressources techniques? Une commune ne peut pas se satisfaire que les agents viennent au travail avec leur propre ordinateur, leur propre connexion Internet et transportent sur leurs outils personnels privés des éléments sensibles, parce qu'il y en a, qui sortent de la mairie. C'est quelque chose, c'est une responsabilité politique dont les communes doivent trouver les moyens d'arrêter le processus aujourd'hui. La reddition des comptes et les calendriers donc, du processus budgétaire sont tout à fait respectés. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement positif qui est commun à toutes les communes que nous avons visitées. Nous avons aussi constaté qu'il n'y avait pas d'acte juridique de nomination de certains agents. C'est quand même préoccupant. Lorsqu'on prend un dossier, par exemple, on regarde et qu'on ne trouve même pas d'acte de nomination ou de détachement ailleurs, on peut se poser des questions. Un autre domaine, c'est un ensemble de procédures, en tout cas c'est comme ça qu'on nous les a présentées, qui empêcherait les services techniques de pouvoir faire des réparations d'usage. Dans la rue, quand 2 dalles se soulèvent de cette manière, les services communaux ne peuvent pas les remettre d'aplomb. Il faut une procédure qui dure longtemps. Et le temps que la procédure soit faite, eh bien, on n'est plus à 2 dalles, mais on est à 10, ou on est à la moitié de la chaussée. On a déjà multiplié le coût par un certain nombre de choses. Là, c'est acheter un stylo, une ampoule grillée. Aujourd'hui, c'est tout un parcours du combattant pour pouvoir disposer des ampoules. Et il arrive très souvent que les escaliers des collectivités soient dans le noir. C'est un point qui nous paraît un point de préoccupation en ce qui concerne le fonctionnement optimal des collectivités. Voilà quelques-unes des observations faites par ces élus français d'origine béninoise sur le terrain. Je vous le rappelle, c'était leur deuxième mission. Le préfet du département du Littoral, en tournée statutaire dans son territoire de compétence, Jean-Claude Koudia, s'est rendu hier vendredi à la municipalité de Cotonou. Devant toutes les forces vives de la ville, eh bien, des questions ayant trait au développement de la commune ont été abordées. Et il y a eu aussi le point de travaux
abattus depuis l'installation de la nouvelle équipe dirigeante. Le compte rendu de Teddy Goudalo est présenté ici par Wahab Alipara. L'hôtel de ville de Cotonou reçoit ce 30 octobre le préfet Jean-Claude Kodia dans le cadre de sa tournée statutaire pour le compte de l'année 2020. La visite va permettre de faire le point et de mieux échanger sur plusieurs sujets liés au développement de la commune. Élus locaux, têtes couronnées, les femmes des marchés et bien d'autres personnalités de la société civile ont pris part aux assises. Le conseil municipal, pour le compte de cette année 2020, a régulièrement tenu ses assises statutaires conformément aux prescriptions légales. À ce jour, nos 3 sessions ordinaires se sont déroulées à bonne date et nous avons organisé en plus de cela 4 sessions extraordinaires au cours desquelles des délibérations importantes ont été prises dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Par ailleurs, les réunions mensuelles de la municipalité qui réunissent le maire et ses adjoints se tiennent régulièrement. Nous voudrons savoir compter sur l'apport de toutes les filles et fils de la commune. En dépit de tout ceci, parmi les dossiers que nous avons hérités de l'équipe précédente, ceux qui apparaissent à nos yeux comme urgents sont traités à notre niveau avec beaucoup de célérité. En présence de toutes les forces vives de la ville de Cotonou, plusieurs questions ont été abordées. Il s'agit entre autres des problématiques liées au phénomène d'inondation, d'insécurité, d'assainissement et de salubrité. Sur ces différents points, l'autorité préfectorale est restée admirative du travail abattu par toute l'équipe municipale. Alors trouverait progressivement solution les questions d'assainissement de notre cadre de vie. Ce dernier se révélant en définitive et sans nul doute comme étant à la fois le point de départ et de convergence d'action sine qua non. C'est du reste le lieu de me féliciter encore des résultats fort encourageants enregistrés grâce notamment aux réformes judicieuses, aux équipements de qualité et aux diverses stratégies pertinentes mises en œuvre en matière de salubrité pour d'heureux aboutissements tels que notamment le traitement souhait des berges lagunaires et marines où l'insalubrité et la promiscuité régnaient en maître sur fond d'incivisme invétéré de bon nombre d'individus mal avisés. Le reste nous revient maintenant, chers amis, en continuité, en vigilance constante et en sanctions appropriées le cas échéant. Malgré ces mots d'encouragement, le préfet Jean-Claude Kodia exhorte chefs de quartier, chefs d'arrondissement et l'équipe dirigeante de la commune à plus d'ardeur au travail. Ceci pour faire de Cotonou une ville exemplaire en matière de bonne gouvernance locale. Direction le département du Zou, où les responsables en charge des affaires sociales et de la microfinance ont célébré autrement l'édition 2020 de la Journée internationale de la jeune fille. Il a été question d'échanges instructifs avec des élèves du collège d'enseignement général de l'Issazoumé. Là, nous sommes dans la commune d'Agbanizon. Le thème, l'éducation en milieu scolaire, sinon l'éducation de santé sexuelle et reproductive des jeunes comme moyen de lutte contre les grossesses précoces, surtout en milieu scolaire. La sensibilisation vise à conscientiser les jeunes filles. Imet Hélène Amoussou pour le compte rendu. Communication et échange pour célébrer la Journée internationale de la jeune fille, JIFI édition 2020. Différée et débarrassée de son caractère festif, la commémoration ici est plutôt axée sur une sensibilisation. Pour faire passer son message relatif à la santé sexuelle et reproductive, la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du Zou a préféré s'entretenir avec les élèves du collège d'enseignement général de l'Issazoumé dans la commune d'Agbanizon. Ce choix, selon les organisateurs, est justifié par les réalités sociologiques du milieu. Il y a un phénomène qui s'observe dans l'arrondissement où on appelle ça les Awino, qui voyagent beaucoup. Et quand ils reviennent de ces voyages-là, ils viennent avec de l'argent. Et c'est ça qu'ils miroitent aux filles. Et ces filles-là deviennent une proie facile pour eux. À cause de ça, il y en a qui tombent enceintes. Il y a d'autres qui abandonnent, qui les suivent. Après 1 ou 2 enfants, elles sont abandonnées à leur triste sort. Avec pour thème l'éducation en santé sexuelle et reproductive des jeunes comme moyen de lutte contre les grossesses en milieu scolaire, les échanges ont permis de faire prendre connaissance à ces adolescentes et adolescents.
Les discussions ont également permis d'informer ces jeunes sur leurs droits, devoirs, attitudes à tenir et aptitudes à développer pour éviter les grossesses. Comme les autres actions déjà entreprises dans le collège, cette séance, d'après les organisateurs, va contribuer à réduire le nombre de cas de filles enceintes enregistrés par dizaines les années précédentes. L'objectif qu'elles ont à viser pour demain, c'est le travail. Et pour connaître ce qu'il faut pour éviter les grossesses, c'est de maîtriser son corps et son appareil génital. C'est pour ça que nous avons d'abord développé ce que c'est que la minorité par rapport aux mineurs et ce que c'est que la majorité par rapport aux majeurs. Une majorité ne veut pas dire qu'on est déjà adulte. Elle doit attendre. Finir que ces organes génitaux mûrissent bien, s'insèrent bien dans son bassin, qu'elle finisse complètement le développement physique de son corps avant d'aller au sexe. J'ai mis l'accent sur le fait qu'un enfant ne peut pas faire enfant. On veut vraiment que le maintien à l'école nous aide aussi à amener nos filles à devenir des personnes beaucoup plus responsables. Et que les filles puissent travailler de façon à devenir autonomes à l'âge adulte et que ça arrête les violences faites aux filles et aux femmes. Voilà pourquoi cette activité a été initiée, pour entendre également d'elles ce qu'elles pourront faire ou ce qu'elles désirent faire pour qu'on n'entende plus que les filles qui sont à l'école sont enceintes. Les grossesses en milieu scolaire sont préjudiciables au développement psychologique, physiologique et social de la jeune fille. Elles entravent son cursus scolaire et provoquent l'abandon des classes, le mariage précoce ainsi que les violences diverses. Cette rencontre est un autre pas de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance en guerre contre le fléau. Elle sera suivie de plusieurs autres initiatives pour édifier et éduquer les jeunes filles. Oui, en somme, réduire le phénomène de grossesse précoce, surtout en milieu scolaire. Du département du Zou, rendons-nous dans celui du Mono. Et c'est pour parler cette fois-ci excellence en milieu scolaire. En milieu de semaine, le préfet du Mono a récompensé les 3 premiers aux examens du CEP, BEPC et baccalauréat de ces 2 dernières années scolaires. Et pour l'occasion, bien d'autres acteurs du système éducatif ont été primés pour la qualité du travail abattu. Et tout s'est déroulé sur l'esplanade de la Maison du Peuple de Lokossa sous les yeux de nos reporters Geoffroy Mentan et Florent Do. Sur cette estrade sont installés les meilleurs élèves du département du Mono aux examens des 2 dernières années scolaires. Au nombre de 18, ils ont été sélectionnés à raison des 3 premiers par examen, CEP, BEPC et BAC. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout un chacun et dire félicitations à ces lauréats et qu'ils continuent de faire la fierté de notre département. Grâce à la préfecture du Mono, ces élèves méritants sont ici, sur l'esplanade de la Maison du Peuple de Lokossa, sous les feux de la rampe. Ils sont en effet célébrés par ce parterre de personnalités politico-administratives, religieuses, de la société civile et de simples habitants de la cité pour avoir porté haut les couleurs du département lors de ces examens. Sur le plan scolaire, le département du Mono s'est illustré depuis plusieurs années par ses résultats élogieux aux examens du CEP, BEPC et baccalauréat. À titre illustratif, notre département a eu le privilège d'enregistrer 2 fois successivement au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 le premier au baccalauréat. Cette performance ne pouvant être passée sous silence, l'autorité préfectorale a jugé convenable d'initier pour la première fois dans le département du Mono un prix d'excellence afin de récompenser les écoliers et élèves méritants et au-delà de cela, construire un label d'excellence pour le département du Mono. L'ambition de cette cérémonie, initiée par la préfecture du Mono, est clairement affichée. Faire du département un vivier de l'excellence en milieu scolaire. Les prix offerts à chacun des lauréats sont composés de kits scolaires, d'attestations et d'enveloppes financières. Les premiers au bac au plan national ont reçu des ordinateurs portatifs en plus. Le premier du Bénin au CEP a lui reçu une autre enveloppe financière en plus. Je voudrais aussi remercier tous les cadres qui se sont mobilisés pour la réussite
de l'événement. Et surtout, féliciter les différents lauréats ici présents, les encourager et leur dire aussi que c'est maintenant que le plus difficile commence. Les établissements de provenance de ces meilleurs élèves ont été récompensés. Des établissements ayant obtenu les meilleurs taux de succès, soit 100%, ont été aussi primés. En unissant dans un seul et même creuset nos efforts en faveur du système éducatif de notre département, nous aurons fait une option majeure dans la perspective de relever avec brio chacun des nombreux défis auxquels l'éducation est confrontée dans notre département. Je saisis donc l'opportunité de la présente rencontre pour lancer un vibrant appel à tous les cadres, personnalités, associations et acteurs à un niveau ou à un autre, épris d'amitié ou d'amour pour le département du Mono, afin que ce creuset voie le jour. De cette fête de l'excellence en milieu scolaire, dans le département du Mono, première édition, le Collège catholique Saint-Pierre-Claver de Lokossa, pour ses performances scolaires, a raflé une bonne partie des prix mis en jeu. Number 3, number 4, number 5, et enfin number 6. Voilà un geste stimulant donc pour ces élèves qui ont fait parler leur génie lors des derniers examens nationaux. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, il y avait toute une équipe composée de journalistes et de techniciens qui vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.